Bonsoir, bienvenue ce soir, bienvenue à ce nouveau café débat des Lyonnes. On est ici entre nous ce soir à l'équipe des Lyonnes. Vous connaissez, je suis contente, il y a plein de nouvelles. J'ai un peu discuté avec certaines d'entre vous, donc bienvenue aux femmes et aux hommes qui nous rejoignent, parce qu'on a des messieurs ce soir. En tout cas, on en a un, en plus de Simon qui est là-bas et Philippe. Ouais, vous êtes 3, bravo. Donc voilà, vous savez que nous, on aime les hommes à l'équipe des Lyonnes. Et en plus, on aime vous proposer des expériences où vous vivez ce que nous vivons. Souvent, en fait, en étant dans des grandes salles de réunion où d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est à moi de parler, ça va être compliqué. » Mais non, bah là, c'est un peu l'inverse. Donc en fait, j'aime bien cette séquence un peu « vie ma vie ». Et c'est vrai que ça participe aussi du mouvement et ça participe de l'effet de l'effet propagateur, évidemment, de la bonne parole. Donc voilà, l'équipe des Lyonnes, réseau nouvelle génération. On est 3500 désormais sur le groupe privé LinkedIn où il faut demander à adhérer. Donc si d'ailleurs vous n'êtes pas encore, manifestez-vous, ne restez pas dans votre coin. Bonsoir Fanny, je ne t'avais pas vue. Je fais une petite private salutation. Ce soir, on est à l'un de nos rendez-vous. C'est un de vos rendez-vous chouchous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à venir. C'est ce qu'on appelle les cafés débats. Alors, qu'est-ce que c'est les cafés débats pour celles qui ne connaîtraient pas? On invite chaque semaine, je reçois une invitée au micro du Café des Lyonnes, qui est notre podcast depuis le début, où bien on parle des parcours des femmes et on s'interroge sur cette notion d'engagement. Qu'est-ce que les femmes ont l'impression ou pas d'apporter au débat public, c'est-à-dire quelle intention elles apportent dans l'espace public, dans leur vie de tous les jours. Et donc, au gré de ces parcours et de ces témoignages, eh bien, j'ai eu l'idée de créer des cafés de débat, c'est-à-dire de réinviter ces parcours et ces femmes à l'aune de parcours croisés sur des sujets un peu variés du débat public. Alors, des fois, on s'amuse. On a fait Dame de fer ou Dame de velours sur le leadership des femmes. Est-ce qu'il y a un leadership particulier aux femmes? En tout cas, est-ce qu'il y a des codes et qu'il faut qu'on respecte, ou est-ce qu'on a le droit de s'en affranchir? On a fait des choses comme est-ce que les femmes peuvent-elles faire des métiers d'hommes? Grosse question. Je crois que vous connaissez à peu près la réponse à laquelle on est arrivé. On a fait aussi est-ce que les femmes peuvent résoudre la crise de l'engagement? Donc on fait vraiment plein de choses différentes et voilà, avec cette tonalité un petit peu singulière des Lyonnes qui est de vous montrer des parcours différents et vous montrer qu'en fait aujourd'hui les femmes peuvent tout faire, en réalité, si elles acceptent bien de bouger les lignes aussi et de s'entraider pour le faire. Donc ça, c'est le format du café débat. On a plein d'autres formats. Chaque semaine, c'est différent. Voilà, on a des masterclass, on a des rencontres officielles. Vous allez le voir bientôt en janvier. On va à nouveau se retrouver sur un format qui s'appelle les Lyonnes pionnières de la ville. C'est un cycle de conférences où on met en lumière des femmes qui ont vraiment l'intention de faire des projets d'ampleur pour changer la cité d'une manière générale. Donc vous allez le voir, ce sera chez un nouveau partenaire qu'on va bientôt annoncer, parce qu'on vous garde quand même quelques surprises. Et ce soir, donc c'est Café Débat des Lyonnes, justement, en fait, à chaque fois, on accueille nos événements dans des lieux labellisés, qui sont nos partenaires à l'année, qui s'engagent. Et donc ce soir, on est particulièrement fiers et heureuses d'être ici dans ce Life Hub de Lyon, que vous connaissez pour certaines et que vous découvrez pour d'autres, qui est pour nous l'essence même de ce que l'on fait, de ce qu'on cherche à faire à l'équipe des Lyonnes, c'est-à-dire ce côté valorisation de l'écosystème lyonnais et de ces milieux qui se parlent avec succès, c'est-à-dire d'échanger entre le monde de l'entreprise, les institutions, la recherche, l'université, les talents, voilà, de croiser un petit peu tous les profils et de créer des occasions de venir discuter ensemble. Donc ce soir, on est dans ce fabuleux lieu du Life Hub Lyon avec notre partenaire qui est Bayer depuis quasiment le début de l'aventure de l'équipe des Lyonnes. Et d'ailleurs, je vais demander à Catherine ou à Philippe, je ne sais pas qui veut parler. Catherine? Allez, j'en parle là. Catherine Sirvin, qui est l'une des co-directrices de ce lieu absolument emblématique. Catherine, bonsoir. Viens devant moi. Ce n'était pas prévu, donc. Hein. Mais tu sais bien qu'on dit toujours, tu dis ça, mais on dit toujours un petit mot d'accueil quand même. Oui, tout à fait. Parce que moi j'accueille, mais en fait j'accueille chez vous, donc moi je suis vite à l'aise. Méfiez-vous.
Non, mais ça se transmet, c'est bien. C'est bien, voilà. tu vois. J'étais là hier soir, je reviens ce soir. Et voilà, exactement. On avait une soirée de découverte d'une BD sur l'IA faite par une lionne, entre autres, oui, Nathalie Dupuis et Flavien Chervet. Voilà. Et c'était absolument génial. Donc, dans ce lieu ici, je vais quand même parler du lieu, Life Hub Lyon, c'est une porte ouverte sur le centre de recherche. Ici, on fait du dialogue et de l'innovation. Alors, dialogue, ça veut dire qu'on organise beaucoup de visites. Si vous êtes intéressé, on en a fait une avec l'équipe des Lyon. Une visite rugissante. N'hésitez pas, on en fera peut-être d'autres, ou sinon contactez-nous et puis on vous fait passer les portes et on va voir les chercheurs, on va voir ce qu'on fait et on explique beaucoup de choses, notamment sur la protection des plantes. Voilà. Et puis on a l'innovation. Donc on a un petit incubateur derrière. Pour le moment, il y a 2 startups. Il y a Medenovo en ce moment et LabVoice, donc les 2 dans le domaine de l'IA, mais pour la recherche. Voilà. Et puis ça nous permet aussi de faire de la transformation des personnes, des idées, du mindset, du leadership. C'est ce qui se passe en ce moment chez Bayer. Et on est ravis d'accueillir les Lyon pour ces débats. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment. On peut applaudir le Life Hub de Bayer, de Lyon. Et donc, ce sont Catherine et Philippe. Donc, Philippe qui est un scientifique aux manettes aussi de la production audiovisuelle de la soirée. Parce que les équipes de Bayer savent tout faire, c'est un peu la clé, c'est comme ça qu'ils sont recrutés. Sinon, voilà. Et voilà, vraiment, c'est beaucoup de plaisir pour nous parce qu'ils nous accueillent depuis le début et avec une vraie synergie dans l'intention de ce qu'on essaye de faire pour le débat et la capacité en fait de vous ouvrir des portes et de vous faire accéder à des endroits qu'on a peut-être peu l'occasion de rencontrer ou de visiter habituellement, mais surtout au sein desquels on peut poser toutes les questions qu'on a sans tabou, voilà, à condition d'être dans un discours et dans un débat bien sûr bienveillant, mais en tous les cas, voilà, on a le droit de poser des questions et on a le droit de débattre et on a le droit de ne pas être d'accord. Le tout, c'est de le dire comme il faut, convenablement, sans se taper dessus. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça, c'est le rendez-vous de ce soir. Alors, ce soir, pour le thème, on avait envie de s'interroger vraiment sur cette notion de savoir si les femmes osent porter des projets de grande envergure. Alors vous avez compris, hein, l'idée c'est toujours d'avoir une mécanique un peu piquante pour pouvoir un peu se poser des questions. Mais derrière tout ça, il y a des vraies questions de fond, de savoir pourquoi les femmes ont autant de freins à faire ce qu'elles font. Donc l'idée c'était de pouvoir travailler sur cette thématique. Donc ce soir, on va explorer cette audace. On va regarder comment naît ce type de projet, comment ça se nourrit. Quel sacrifice, quel moteur, quel filet de sécurité peut-être donne vie. Et surtout, on va voir comment encourager les femmes à rêver plus grand et à s'autoriser peut-être de faire des choses qu'elles ne se pensent pas capables de faire aujourd'hui. Et donc, pour répondre à cette épineuse question du soir, trois personnalités, 3 invités que je suis vraiment ravie d'accueillir. En tous les cas, toutes les 3, elles ont des parcours évidemment singuliers, mais qui témoignent d'une chose, c'est que l'ambition n'est pas l'apanage des hommes, vous l'aurez compris, mais il y a parfois des barrières qu'il faut faire tomber, soit parce qu'elles-mêmes ont dû le faire tomber, soit parce qu'à travers leur métier et leur expertise, elles se rendent compte que les femmes, elles ont des barrières et qu'elles n'osent pas les faire lever. Donc voilà, donc on entend, vous le savez, souvent que les grandes ambitions seraient l'apanage des hommes, en tous les cas des audacieux, des téméraires, des preneurs de risques. On le conjugue rarement au féminin. Pourquoi ? Il y a une vraie question, alors que pourtant, sur tout un tas de sujets, tout un tas de sujets en sciences, en finance, dans l'entrepreneuriat, évidemment, la culture, peut-être même dans la politique, et encore, il y a un vaste chantier sur ce sujet, des femmes déplacent des montagnes, c'est juste qu'on ne le sait pas forcément. Donc, ce soir, nos invités, je vais vous les présenter brièvement. Nous avons Isabelle Vauglin, Pascaline Favard et Céline Paravi-Atlan. Alors, Isabelle, astrophysicienne. Déjà, moi, je sais pas vous, mais moi, rien que le nom, ça me fait rêver. Alors, elle me croit pas quand je dis qu'elle a un fan club à l'équipe des Lyon, mais c'est vrai, il y a un fan club Isabelle Vauglin, tout à fait. Est-ce qu'on est d'accord sur le fan club ? Oui. Ben, bien sûr, on est d'accord. Alors attention, il n'y a pas de jalouse au Lyon, donc il faudra faire la même chose pour les autres invités. Mais en tous les cas, Isabelle est une figure de l'astrophysique en France. Elle est astrophysicienne affiliée au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Ça va, parce que la première fois que je t'ai présenté, j'ai fait une énorme boulette, je me suis dit, oula. Donc là, j'ai juste, donc ça, c'est bon. Et donc, ce centre, en fait, il dépend à la fois du CNRS, de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et de l'ENS de Lyon. On est bien. Jusque-là, ça va.
tu peux pas savoir ce que ça me fait parce que je pense avec émotion mon prof de maths du bac. Donc, vous êtes experte en instrumentation infrarouge et je vais vulgariser. Vous ne m'en voudrez pas, mais Isabelle, elle travaille sur les grands télescopes, elle travaille sur les technologies qu'on met dans les grands télescopes au Chili, à Hawaï, en Antarctique, histoire de faire simple. Et en plus, à côté de ça, elle fait énormément de choses pour propager la bonne parole auprès des jeunes filles, donner envie aux filles d'aller dans les sciences. Donc, elle est impliquée comme vice-présidente d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences. Et dans ce cadre-là, elle pilote un énorme projet pour inscrire le nom des femmes scientifiques au 2e étage de la Tour Eiffel. Parce que, oui, vous savez, en tous les cas, attendez avant d'applaudir, parce que vous allez voir, c'est quand même énorme. Sur la Tour Eiffel, au 1er étage, il n'y a que des noms d'hommes, parce que personne n'avait pensé qu'il y avait des femmes qui avaient peut-être compté dans le monde de la science. Isabelle est en train de réparer cet oubli. Bravo Isabelle. Donc on suit évidemment ce projet avec beaucoup d'intérêt et on va suivre toutes les étapes jusqu'à la concrétisation et on ira à Paris vérifier si ça a bien été inscrit, évidemment. Alors Isabelle, deuxième invitée également, attendez, j'ai perdu ma fiche, on va s'en sortir, Pascaline Favard. Pascaline, bonsoir. Alors, Pascaline est une figure reconnue de la finance lyonnaise, avec une carrière assez exemplaire. Alors ça, c'est Céline. Tac, on va... Le slide... Excuse-moi, c'était pas dans le bon ordre, mais oui. Pascaline, donc figure de la finance lyonnaise, vous avez eu un parcours exemplaire dans la banque privée avant de reprendre la présidence d'un fonds de dotation qui a une vocation entrepreneuriale et sociétale. Vous êtes banquière privée depuis plus de 20 ans, donc évidemment, on imagine facilement que vous évoluez plutôt dans un milieu masculin, vous nous le direz tout au long de la soirée. J'ai commencé et ça ne l'est plus à aujourd'hui. Ah, magnifique. Un petit teaser comme ça. Petite évolution. Alors, en tout cas, vous avez gravi progressivement toutes les étapes du métier jusqu'à occuper un poste de direction à la Banque Autingre à Lyon. Et cette maison, c'est l'une des institutions financières les plus anciennes et les plus réputées d'Europe. Voilà, on ne le connaît pas beaucoup côté grand public, mais c'est hyper pointu côté banque privée. Et puis, évidemment, vous avez un lien très fort avec le tissu économique, entrepreneurial lyonnais, de fait. Et parallèlement à ce rôle que vous avez actif chez Autingre, vous êtes également, je le disais, présidente du fonds de dotation de la Banque Autingre. Donc vous nous expliquerez un petit peu en quoi ça consiste et puis voilà ce que vous faites à travers ce... Avec grand plaisir. Avec ce fonds de soutien. L'idée, c'est de travailler, si j'ai bien compris, sur l'entrepreneuriat responsable, justement, travailler sur l'entrepreneuriat au féminin, les initiatives locales qui ont de l'impact social. Exactement. Comment commencer aujourd'hui à entreprendre pour demain. Voilà, et donc un petit peu cette approche humaniste qu'on aime bien à Lyon, en tout cas la tradition qu'on aime bien à Lyon. Voilà, et puis je le disais, en tous les cas, vous faites partie des personnalités féminines de référence dans la finance et la philanthropie. Donc merci Pascaline, on peut applaudir Pascaline avec son fan club aussi. Et puis notre troisième invitée, Céline Paraviatlan. Alors Céline, je connais vraiment très bien Céline, qui a un parcours incroyable, qui est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais qui a déjà fait un parcours de 20 ans dans la communication. Vous avez travaillé au sein du groupe Publicis et au sein de April, tout à fait, avant de faire une reconversion et de vous lancer dans l'entrepreneuriat en créant Ma Pièce, qui est un concept qui était hyper innovant au moment où vous l'avez lancé, c'est-à-dire que vous étiez la seule à lancer ce type de projet, qui est un énorme projet, parce que l'idée, c'est vraiment de créer une maison d'hôtes pour entreprises, donc pour réinventer un petit peu le milieu de l'événementiel. Tout ça, vous l'avez créé il y a une dizaine d'années, donc avant la crise Covid, avant tout ça, avec cette idée qu'il fallait réinventer des endroits pour recréer du lien en entreprise, et notamment peut-être des endroits un peu différents pour accueillir ou des séminaires, ou des dîners, ou des repas qui sont parfois importants, des négociations, etc. Et de le poser dans un cadre qui ne soit pas neutre comme des hôtels, etc., mais d'avoir au contraire cette ambiance un peu maison d'hôte, hyper qualitative. Vous avez la maison de Ma Pièce, enfin le lieu qui est le plus connu, c'est Ma Pièce Bellecour, hein, c'est en centre de Lyon, 200 mètres carrés pour accueillir. Voilà, c'est absolument magnifique. L'idée, c'est pas de vous faire la pub du lieu, c'est pas ce que je veux faire, mais c'est pour vous dire, par contre, moi, ça m'avait beaucoup frappé au démarrage quand j'ai rencontré Céline, parce que moi-même, je m'étais dit, tiens, c'est marrant qu'une femme, elle
elle ose porter des projets avec une dimension patrimoniale aussi forte, qui nécessite un investissement, enfin vous nous le direz tout à l'heure, mais en tout cas d'investir beaucoup d'argent, donc de prendre un risque financier très conséquent, parce qu'il n'y a pas qu'un lieu, aujourd'hui il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 7, 6, moi je suis presque, j'ai anticipé sur la suite, hein, tu vois. En tous les cas, il y a un lieu qui a été ouvert dans le Beaujolais, je le dis parce qu'il y avait une personne qui est en train de s'ouvrir sur le Beaujolais, je ne sais plus avec qui j'ai parlé de ça, mais elle se reconnaîtra. En tous les cas, voilà, donc il y a un vrai travail sur ça, et donc ça m'intéressait de croiser vos profils et vos parcours ce soir, parce que au-delà de ce que chacune, et on va le voir, hein, vous allez nous parler de vos parcours, mais au-delà de ce que chacune fait, il me semble qu'il y a une dimension un petit peu différente qu'on va pouvoir aborder sur la particularité que vous avez et qui permettront de donner un éclairage aux femmes sur est-ce qu'on peut faire des projets d'envergure ou pas. Philippe, est-ce que tu peux nous remettre la slide un petit peu générique? Voilà, merci beaucoup. Et donc, voilà, bienvenue à Céline, qu'on peut applaudir également. Merci. Donc après cette brève introduction, l'idée c'était de faire un premier tour de table pour qu'on puisse se présenter et qu'on puisse parler de cette ambition. Donc moi j'avais envie de vous interroger, alors il n'y a pas forcément d'ordre, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez. Je vérifie juste si j'ai tout dit, si j'ai dit ce que je voulais dire, c'était parfait. Première question du tour de table, c'était un petit peu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre trajectoire, c'est-à-dire en quelques mots, nous résumer votre parcours, je l'ai fait avec mes mots, mais voilà, peut-être nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, moi j'aimerais savoir si au début de votre carrière, vous aviez conscience, vous aviez déjà l'ambition de faire grand. C'est-à-dire, est-ce que quand on se lance dans une carrière d'astrophysique, on se dit qu'on va faire des projets exceptionnels? Est-ce que quand on se lance dans l'univers de la finance, on se dit, moi, je vais arriver au top, au sommet? Et est-ce que quand on se lance même dans une carrière de communication, on se dit, tiens, mais moi, un jour, je ferai mon projet et évidemment, il sera grand. Qui veut commencer? Pascaline, je sens que... Alors, pas du tout. Aucune ambition au départ, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas là, mais elle n'était pas visualisée. Très humblement, et vous le savez, en tout cas mes co-intervenantes et vous, Alexandra, j'ai quand même une carrière dans la finance avec un bac éco et 8 sur 20 en maths au bac. Donc comment vous dire, comment est-ce qu'on passe de ça à la fonction et l'activité que j'ai à aujourd'hui? Je pense que c'est avant tout l'envie, c'est pas une ambition, c'était l'envie à chaque fois de donner le meilleur de moi-même et de construire quelque chose avec ça. Voilà. Et sur mon parcours, alors j'aime à dire que je suis une garagiste de la finance. Ça fait souvent sourire les stagiaires quand je leur explique. Mais j'avais une très bonne base puisque j'ai fait une école de commerce, bac plus 4, donc les bases étaient là. Mais ensuite, la vie a fait que je suis arrivée dans une société de gestion de portefeuille et on m'a dit, t'es assistante de direction, on était dit, s'il manque quelqu'un, est-ce que tu veux essayer ça? Je me suis dit, soulevons le capot de la voiture et puis allons voir ce qu'il y a derrière. Soyons curieux, ayons envie de découvrir tout ça et de voir comment ça fonctionne. Et puis après, j'ai pris le virus. Et quand on prend un virus, dans une entreprise, on identifie bien les gens curieux. On dit tiens, elle a fait ça, elle a réussi, pof, 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 pof. Et j'ai pu comme ça découvrir plein de choses avant d'arriver à la conclusion que mon ADN, c'était d'accompagner les clients d'un point de vue humain, patrimonial, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et je crois que ma grande réalisation, c'est d'avoir lutté, non pas contre ces messieurs, puisque c'est quand même souvent surtout dans la finance, où quand je suis arrivée, on m'a dit vous êtes la secrétaire? Non, pas du tout. Excusez-moi, je suis contrôleur interne, moi aussi. Je vais m'asseoir à côté de vous, pas pour prendre des notes. Donc ça, je l'ai vécu aussi, hein. Mais de se dire, j'ai entendu une phrase, moi, qui a été mon moteur, qui a été mon ambition, qui a été... Non, mais Pascaline, vous êtes beaucoup trop empathique pour être un vrai banquier. Un banquier, c'est un requin. Un banquier, ça doit être rentable. Un banquier, ça doit aller chercher absolument la performance. Eh bien, j'ai réussi à le faire en étant humaine et à apporter une dimension humaine à cette fonction et à propager un petit peu cet état d'esprit autour de moi. Et je crois que c'est honnêtement ma plus grande réalisation. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Isabelle, est-ce que vous aviez l'intention, quand on se lance dans une carrière comme ça, d'astrophysicien, est-ce qu'on se dit qu'on va accomplir des grandes choses ou est-ce qu'on se dit qu'on prend les choses par étapes?
Eh bien, je répondrai pareil, non, pas du tout. Par contre, c'est pas l'ambition, c'est la passion. Parce que depuis toute petite, j'ai dit quand je serai grande, je serai astronome et j'ai jamais changé. Et c'est vrai que mes notes en maths n'étaient... C'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai, je n'étais pas bonne en maths et je suis toujours pas bonne en maths. C'est la physique qui m'intéresse, c'est pas les maths. Et la volonté, vouloir quelque chose très très fort, c'est un moteur phénoménal pour réussir. Et donc, j'ai fait les études qu'il fallait pour être astronome. Et c'est vrai qu'après la thèse, après les concours, obtenir un poste, waouh! Oui, c'est ça, c'est pas facile. Non, mais c'était une immense satisfaction. Une immense satisfaction. Et depuis la conscience de faire un métier qui pour moi est toujours le plus passionnant du monde et c'est on n'a pas vraiment l'impression de travailler quand on fait quelque chose qui nous passionne. On veut tellement savoir avoir les réponses à nos questions que mais est-ce qu'on mesure quand même à un moment qu'on est en train de faire un truc exceptionnel? J'en sais rien. Oui, peut-être. C'est le fait de... Alors, déjà, c'est un milieu qui n'est pas très féminin. La recherche fondamentale, enfin les sciences exactes. Mais pour moi, entre autres, pendant les études, c'est vrai que plus on avance, moins il y a de collègues femmes. Et là, mais ça fait rien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pendant ma thèse en particulier, parce que en astro il n'y a pas beaucoup de femmes, mais en instrumentation il y en a encore moins. Et le nombre de fois où en étant étudiante en thèse, j'entre dans la salle et waouh. Bon, j'étais la seule. En plus, étudiante donc un peu la plus jeune, c'est pas toujours été facile. Mais comme j'avais vraiment cette volonté de vouloir y arriver, de vouloir en faire mon métier, on passe outre et on avance. C'est plus fort que le reste. Oui. Et c'est vraiment formidable. C'est ce que j'arrête pas de dire aux jeunes filles. Suivez vos envies, ce que vous voulez faire. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous voulez faire. Surtout que maintenant, les filles, on sait que même si on a 8 ou 10 en maths sur 20, on peut y aller. Je sais pas vous, mais là, du coup, je me dis, mince, on est peut-être à côté, on est passé à côté de quelque chose. Non, mais parce qu'en fait, les notes, c'est au fur et à mesure qu'on monte, on fait de plus en plus que les choses qui nous intéressent. Donc, les notes, elles s'améliorent au fil des années. Donc, c'est la passion qu'il faut aller nourrir. Oui, c'est la passion qu'il faut aller nourrir, qu'il faut faire germer, et le reste viendra derrière. Céline, quel était ton retour d'expérience? Tu voulais faire quoi? Tu rêvais grand? Alors moi, la différence, je crois, de vous deux, c'est que moi, j'ai plutôt évolué dans un milieu très féminin, puisque la communication, c'est plutôt un milieu de femmes. Mon moteur est... Alors, je me suis jamais dit que j'allais faire un truc grand, et encore aujourd'hui, je me dis pas que j'ai fait un truc grand, mais je pense que ça, c'est aussi un petit peu féminin. Mais en tout cas, je partage complètement cette notion d'envie, de curiosité. Et moi, quand j'ai eu mon parcours de communicante, j'ai commencé d'abord en agence, puis après, je suis allée chez l'annonceur. Et en fait, j'étais consommatrice de lieux événementiels. Et de cette consommation, j'étais toujours un peu frustrée. Et donc, c'est là où j'ai eu cette idée de me dire, tiens, finalement, je suis convaincue que quand on est bien accueilli, qu'on mange bien, qu'on est dans un bel endroit où ça sent bon, on travaille, on réfléchit, on échange différemment. Donc, c'était un peu le postulat de départ. Et puis, en fait, les 13 années qui se sont écoulées depuis cette idée que j'ai créée, tout s'est un peu construit comme ça. À chaque fois que... il y a eu un premier lieu, un deuxième lieu, un troisième lieu, puis il y a eu plein de projets autour de ce concept. Mais voilà, je pense que c'est plutôt l'envie,
cette ambition qui est peut-être une ambition plutôt très personnelle que de se dire je vais faire un projet d'envergure. Et puis ce qui nous relie aussi, je crois que c'est le lien. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est d'arriver à aller jusqu'au bout de son idée. Voilà. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, il faut essayer de poser les pierres et avancer. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Des fois, on dévie, des fois, on se dit tiens, je voulais aller là, puis finalement, on va un petit peu sur le côté. Mais je crois que finalement, c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est d'être un peu aligné avec ce qu'on avait envie de faire au départ. Mais ça veut dire que quand vous avez commencé votre carrière, vous n'étiez pas dans l'idée de vous dire moi un jour je vais faire un projet entrepreneurial ou je vais monter ma boîte ou... Alors pas du tout, parce que mes parents étaient entrepreneurs, étaient dessinateurs textiles et en plus ils étaient en couple entrepreneurs. Donc je me souviens de grands dîners à la maison où je me disais mais jamais je serai entrepreneur. Et puis finalement je suis finalement tombée dedans puisque ça m'a animée et je le regrette pas parce que dans cette notion d'entrepreneuriat et de créer sa boîte et d'avancer, de la faire grandir et en effet peut-être devenir un projet d'envergure, il y a cette notion aussi de réussite par rapport à ce qu'on s'est donné comme objectif. Et moi aujourd'hui c'est ça qui m'anime plutôt que le projet. Enfin, je fais pas ça pour gagner des millions parce que sinon j'aurais pas fait ce métier-là. Voilà, je fais pour le plaisir, pour le lien, pour les rencontres, plus que pour un succès. En tout cas, moi, je parle plus avec mon cœur. C'était ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les trois, et encore aujourd'hui. Mais alors, moi, j'ai envie de vous demander comment vous définiriez, vous, un projet d'envergure par rapport à vos secteurs respectifs. Et Pascaline, il y a une dimension particulière, il y a ce que ça veut dire pour vous et ce que ça veut dire à votre sens pour les femmes que vous rencontrez. Parce que vous en accompagnez des femmes qui ont des projets. Oui, effectivement. En fait, on est là quand on travaille dans une banque privée pour apporter les conseils et donner les outils pour réaliser un objectif qui n'est pas le sien. Et vous posiez la question de est-ce que vous aviez l'ambition d'eux ? Je pense que, en tout cas moi, à titre personnel, mon ego n'a jamais eu d'ambition. Par contre, mon moi profond a eu envie de réussir et de partager. Et je n'arriverai jamais à utiliser le terme d'ambition parce que je suis peut-être alors parfois on me dit je suis trop modeste ou I'm fishing for compliments, hein, pour ceux qui parlent un peu anglais, on pêche les compliments. C'est pas du tout ça, c'est de se dire et on se rejoint toutes les trois de l'échange rapide qu'on a eu avant, de se dire on a besoin on a ce besoin de passion, de curiosité, d'envie et de réussir quelque chose. Donc pour les femmes que j'accompagne, ça va d'un montage financier à des liens chaleureux qui se créent, où on m'appelle et on me dit « Bonjour Pascaline, je dois changer de voiture ». Je me dis « Ah, on va me demander quel budget on peut consacrer à ça ». Et c'est pas du tout, c'est que tu choisirais quel modèle, toi ? D'accord, bon je vais répondre, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que serait un grand projet d'ambition, d'envergure ? C'est un sujet sur lequel je travaille avec certaines de mes collègues au féminin à la banque. Et on a créé, et je vais partager ça avec vous en scoop, on rêverait d'avoir une BAF, une grande et belle BAF, la banque au féminin. Voilà. Bien. Donc on aimerait bien. Donc on se fait des déj BAF, des vintage BAF pour celles qui ont 50 ans et plus. Enfin voilà, on n'est pas des lionnes, mais on est dans la finance à réfléchir à tout ça. Et ce ne serait pas d'avoir une banque que de femmes pour les femmes, mais d'avoir une banque qui intègre cette notion de réussite, de partage, de passion, d'envie et de curiosité, et pas d'ambition. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ambition, moi vraiment, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites chacune, et c'est rigolo, en fait, projet de grande envergure, on a l'impression que c'est une terminologie qui ne peut pas s'appliquer à des femmes. C'est-à-dire que, non mais parce que c'est rigolo, Isabelle, vous faites un truc, je veux dire, si vous ne faites pas des projets de grande envergure, je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, vous voyez, et en fait, j'ai l'impression que les femmes, elles ont du mal, à le dire, et deux, à aller se projeter et à dire, moi, je vais aller chercher de l'argent et je vais aller faire un truc qui est dingue. Elles se disent, moi, je vais peut-être faire un petit truc là, puis après, je ferai un petit truc là. C'est ça, ma question derrière. Peut-être, c'est pas... en fait, je sais pas pour Pascaline et
En tous les cas, pour moi, je commence pas en disant c'est un projet de grande envergure. Que ce soit en astronomie, vouloir essayer de développer un télescope en Antarctique qui soit adapté, qui exploite au mieux les conditions de là-bas, c'est pour répondre à une question, essayer d'avoir quelque chose qui me permette de sonder l'univers à des longueurs d'onde infrarouges et comprendre des choses. C'est pas l'idée de faire un projet de grande envergure, c'est la finalité de la chose. Pareil pour le projet de faire inscrire des noms de femmes sur la Tour Eiffel. C'est pas c'est un super truc, je vais être mise en valeur. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire changer les mentalités dans la société. Et de faire en sorte que après le discours des femmes et des hommes face à des emplois, des domaines, des projets, qu'il n'y ait plus de différence. Là, j'aurais gagné quelque chose. Mais je ne vais pas partir en disant c'est un projet de grande envergure. C'est peut-être ce qui nous différencie effectivement des hommes qui vont partir avec cette idée-là, alors que nous, on part avec une volonté, avec un but. Et peut-être que la finalité est de grande envergure, mais c'est pas ce qui nous a, j'ai l'impression, ce qui a été le moteur pour nous. Enfin, en tous les cas, pour moi. Céline ? Moi, je pense qu'on se pose même pas cette question-là. Je pense que quand on a une idée, un projet, et qu'on a envie d'aller au bout de ce projet-là, on se dit pas, tiens, je vais avoir un grand projet. Je pense qu'on est déjà tellement content d'avoir une idée, d'aller chercher des financements parce que c'est pas toujours facile. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que pour les femmes, c'est compliqué d'aller chercher des financements. En tout cas, c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Mais Pascaline pourra aussi nous éclairer là-dessus. En tout cas, c'est moi le premier constat que j'ai fait sur mon parcours entrepreneurial. Mais voilà, je pense qu'on a l'idée, on y va. Et comme tu le disais très justement, peut-être qu'on met aussi les petites briques les unes après les autres. Et puis, ça peut devenir un projet d'envergure. Mais je pense que les femmes, elles sont plutôt animées par le projet en lui-même, par la passion, par tout ce qu'elles peuvent créer, par le lien, plutôt que de se dire « Ah, j'ai fait un... » D'abord, je trouve que l'envergure, on peut en débattre. On peut avoir un projet d'envergure qui, finalement, sur son propre prisme, peut paraître grand, mais sur le prisme de ton voisin ne l'est pas. Donc aussi, l'envergure, tout est très relatif sur l'envergure. Il y en a qui disent « Moi, je fais un projet parce que je veux créer des emplois. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, surtout pas, je veux pas créer d'emplois. » Mais en revanche, en effet, je vais avoir un rôle dans la société, je vais avoir un rôle dans le débat public, je vais pouvoir aussi un jour me dire que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Voilà, donc chacune a un petit peu son filtre et du coup, une motivation qui est un peu différente. Après, comme tu le dis très bien, on peut se dire, tiens, ouais, si je me retourne, si je regarde mon parcours, finalement, j'ai fait quelque chose d'assez sympa. Mais c'est vraiment soi avec soi-même. Et c'est en effet ce qui peut aussi nous différencier peut-être d'un homme qui, comme tu le dis, il a une idée, il y va, il trouve des fonds. Moi, même aujourd'hui, au bout de 13 ans, je suis en train de réfléchir sur comment est-ce que je peux faire un peu d'autres choses autour de cette marque Ma Pièce, autour de ce projet. Franchement, il y a des trucs que j'ai en tête depuis 2 ans. Et des fois, quand j'en discute avec des entrepreneurs, ils me disent « Mais enfin, Céline, pourquoi tu n'y vas pas ?» Parce que il faut encore que je réfléchisse, il faut que je sois sûre, j'ai moins de temps. Voilà. On se trouve peut-être un petit peu des... Mais en même temps, je pense que les femmes, elles y vont et les chiffres aussi sont là. Quand elles font un projet, il est pensé, il est mesuré, il est bien réfléchi, il est cadré, il est bien financé. D'ailleurs, les boîtes qui sont pilotées par des femmes ont une rentabilité bien meilleure que les hommes, ont une pérennité aussi, notamment sur les petites entreprises et les moyennes entreprises avec une pérennité plus forte. Voilà, donc ça aussi, ça prouve qu'on y va peut-être un petit peu moins franco, ou en tout cas en ayant un petit peu moins d'ego, mais en tout cas on y va, et au final, je pense qu'il y a des belles réussites aussi grâce à ça. Sur cet esprit un peu mesuré féminin, avec cette notion aussi d'équilibre qu'on peut avoir dans nos vies de femmes, nos vies de maman, puis après de grand-mère, et puis voilà, tout ça aussi joue sur cette notion d'équilibre qui, moi, je trouve est importante, à la fois d'équilibre, mais j'avais envie de dire un peu de liberté. Pascaline. Oui, moi,
par rapport à la question en disant mais est-ce qu'on a une grande ambition, on va lever des fonds, etc. C'est extrêmement masculin, l'ambition, les fonds, la finance. Je suis là-dedans en permanence. Et à aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire la différence quand on réfléchit à un projet. On va regarder, et là je pense au fonds de dotation, à toute la partie bien-être des salariés, équité, inclusion, mixité. Et donc ça, c'est en train de changer en dehors du fait de monter un projet. Et pour moi, je pense que pour demain, l'ambition et les projets de grande envergure, ce seront des projets complets et on a toutes nos chances de faire valoir, tu parlais de mesures, nous on réfléchit. Et donc j'ai envie de dire, en mélangeant un petit peu ce qu'on vient de dire toutes les trois, que pour demain, pour la génération suivante, ce qu'on peut leur transmettre, c'est de garder cet ADN féminin, d'équilibre, de réflexion, etc. Mais d'y aller à 80%. Les filles, allons-y à 80%, les lionnes. Arrêtons de vouloir être prêts à 110%. Ça, c'est vraiment notre frein. Et apprenons de ces messieurs qui ont réussi en ayant de l'ambition, des grands plans de financement, de la grande envergure. Allons piocher dans ce fonctionnement-là, ce qui leur a permis de réaliser leur projet pour venir mettre cette petite touche de masculinité qui manque un petit peu parce qu'on est des mères de famille. On est là pour protéger nos enfants. C'est ancestral, c'est comme ça, c'est dans nos gènes, dans notre ADN. On ne va pas se mettre en danger comme ça. Ces messieurs, il fallait aller chasser le mammouth pour qu'on mange. Donc forcément, il y en a qui restaient un petit peu sous les pattes du mammouth de temps en temps. Ils ne réfléchissaient pas à ça. Donc je pense... Oui, je sais. Aujourd'hui, je chasse moins les messieurs, mais j'aime bien l'image du mammouth. Bref. Mais voilà, je pense qu'à aujourd'hui, vraiment, notre ambition, en tout cas, moi, je suis ravie que tu donnes la parole aux Lionnes, et je trouve qu'un projet de grande envergure, c'est un projet comme les Lionnes, ça, c'est une certitude, c'est pour ça que je suis là. Et c'est de dire, voilà, l'ambition qu'on peut avoir, c'est de transmettre ce fait d'y aller à 80%. Arrêtons de vouloir être parfaite. Arrêtons la perfection. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Je suis même encore victime de ce syndrome. Et je me rends compte que quand je dis « Non, mais attendez, là, j'y crois, j'ai la patate, je crois au projet, on y va. » Ok, on te fait confiance. Oh, j'aurais dû commencer plus tôt. Alors, on va parler maintenant des obstacles, un peu quand même, des moteurs, de ce qui relève de l'audace et des risques. Moi, je voudrais vous interroger pour savoir ce qui est dans votre parcours a été le frein le plus fort à votre ambition, ou en tout cas à votre envie, ou à votre passion, pour reprendre vos termes, parce que j'ai compris que l'ambition, on la met de côté ce soir. Et à l'inverse, quel a été votre moteur profond ? Vous l'avez un peu dit, mais voilà, c'est quoi les deux, le frein le plus compliqué à gérer dans votre parcours, et puis l'inverse, le moteur ? Alors, le premier frein, je crois que c'est moi-même. Voilà. Souvent, je me dis, t'es sûr, vraiment, voilà, c'est ce que tu dis, le 110%. Même si c'est pas tout à fait vrai non plus dans l'absolu, parce que finalement, j'y suis allée, et comme tu le disais, en plus, j'y suis allée avec des charges financières qui sont très lourdes. Mais en même temps, je peux vous partager, parce qu'il y a plein de questions que je me suis pas posées. Franchement, hein, je croyais tellement en ce projet, j'avais tellement cette idée, je trouvais que c'est tellement génial. Puis quand je commençais un peu à en parler, tout le monde m'a dit « Ah mais ouais, super, machin ». En fait, j'y suis allée. À partir du moment où j'ai trouvé les financements, j'y suis allée. Et je me souviendrai toujours, on avait 2 mois d'ouverture et j'étais, donc pour ceux qui connaissent ma pièce Bellecour, au bar dans la cuisine. Et j'étais comme ça et je me dis, en fait, il me reste 4 000 € sur le compte. J'avais pas de site internet. Et je me dis, tant pis, on va aller chercher des clients. Je dis ça, je sors de ma pièce et je tombe sur Stéphane Flex qui était au MEDEF et qui me dit, Céline, je cherche un endroit pour faire ma conférence de presse. Le lendemain, la semaine d'après, il était là. Et là, j'ai eu 8, 10, 12 journalistes qui sont venus et qui ont fait le relais de l'ouverture de ma pièce. Et le truc a été lancé comme ça. Donc voilà, donc il y a peut-être un effet un peu chance ou pas. Mais en même temps, j'y suis allée et c'est ça qui est génial. Donc le premier frein, c'est moi. Après, il y a d'autres freins qui sont peut-être des freins techniques. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec l'IA. On voit que la digitalisation de plein de choses fait que ça peut être aussi un frein à un moment. Mais ça, on se forme. Ou en tout cas, on va trouver les compétences. Après, ouais, tu peux pas.
Je pense que si tu fais l'autruche, tu vas droit dans le mur. Tu es obligé à un moment de te confronter à ton compte en banque, à ta trésorerie, à ton besoin de fonds de roulement, à tes clients qui sont là, plus là, à un Covid, pas le Covid, la guerre en Ukraine. Tu es confronté à tout ça et puis finalement, tu prends et puis tu t'avances. Quoi qu'il arrive, tu avances, tu réfléchis et tu avances. Et je pense que c'est ça qui est important. Et quel est le moteur profond à ce moment-là ? C'est aussi moi. À l'inverse, c'est aussi moi parce que du coup, je me fais confiance et puis je suis aussi entourée de plein de personnes autour de moi qui me nourrissent, qui m'encouragent, qui m'apportent aussi de l'expertise que je peux ne pas avoir. Il y a les Lyon. Voilà, je pense que si toi, ta communauté, ce que tu as créé, il faut aller chercher aussi dans cette communauté-là tout ce que tu peux pas avoir des fois quand tu rentres chez toi ou quand tu es face à toi-même. Donc je pense que aussi un des moteurs, c'est avoir aussi cette capacité, et ça pour le coup, c'est pareil, allons à 110%, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur de dire là, je ne sais pas faire, là, je suis dans le doute, là, j'ai une forme d'incertitude, là, je ne suis pas, ou au contraire, alors là, j'y crois à fond. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir une capacité à s'écouter. Et puis, à un moment, il faut ouvrir la porte, il faut toquer, il faut y aller. Voilà, il faut à la fois croire en soi, croire en les autres. Et puis voilà, aider, et la sororité aussi très forte, mais pas que, parce que moi j'ai aussi croisé plein d'hommes qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé, mais je pense qu'il faut aussi avoir ces petits capteurs à un moment et de se dire là je sais pas faire, là je bloque. Et voilà, et moi dans mon parcours, il y a eu plein de moments où je me dis là comment je vais faire, et du coup tu te poses, tu réfléchis, et puis tu vas chercher un peu là où tu peux ou là où tu sais. Et en même temps on en discutait sur le fait, parce qu'avec Pascaline me dit qu'elle était contente qu'on se rencontre, et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Tu te poses plein de questions, tu n'as pas les réponses, et puis tu vas rencontrer un café qu'on peut faire ensemble, une émission, un podcast, quelqu'un. Voilà. En fait, et d'un seul coup, tu dis j'ai mes réponses. Voilà. Sauf qu'il faut être un petit peu en éveil, il faut être un petit peu aussi alerte sur son environnement, sur ce que vous avez envie de vivre, sur l'écosystème. Voilà. Je pense que tu disais, il ne faut pas s'endormir. C'est aussi ce qui peut être un peu épuisant parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais moi, c'est un de mes moteurs, c'est ça. C'est d'être en permanence, aller chercher ce qui peut alimenter cette marque, ce projet, chaque jour en fait. Voilà. Et ça peut être en me baladant dans la campagne, en faisant tout peut être prétexte à alimenter ce moteur-là. Pascaline ou Isabelle qui veut parler de qu'est-ce qui était le frein le plus fort dans votre... Le frein le plus fort, j'aurais tendance à répondre un peu comme Céline, c'est moi. Mais en même temps, tout de suite derrière, je me dis non, c'est pas moi. C'est le résultat de tout le carcan sociétal qui contraint les femmes à certaines positions et qui fait que si on enfreint ce carcan, qu'on essaye de faire des pas de côté parce que c'est pas là que je veux faire, c'est ça, et que ça c'est fléché masculin, eh bien on va être dans une zone d'inconfort et il faut aller contre ça, mais normalement on devrait pas avoir ça. Donc comment un frein particulier? Mais c'est par exemple pour les dossiers de demande de promotion ou demande de financement ou soumettre des projets et tout. Effectivement, il faut qu'on coche toutes les cases. Et pourtant, un homme, dans des conditions équivalentes, s'il en coche la moitié, il va dire c'est bon, je peux y aller. Nous, on va dire non. Et il faut qu'on ait la démarche supplémentaire de dire non, mais attends, si, je peux y aller. Enfin, exactement ce que Pascaline et Céline viennent de décrire. Et ça, c'est des choses. Donc, la première réponse, ça va être nous, le frein, mais en fait, je dis non, c'est pas nous, il faut qu'on arrête de se culpabiliser. C'est le résultat de tous ces carcans qui nous imposent des pensées qu'on ne devrait pas avoir et qui ne sont pas les mêmes contraintes pour les jeunes femmes qui sont ici que pour les jeunes hommes qui eux, oui, ils y vont, ils ont de l'allant et tout ça, alors que les femmes, on a intégré une position qui n'est encore pas vraiment profondément, qui n'est pas égalitaire dans la société.
Et alors justement, quel a été votre moteur profond? C'était de lutter contre cette injustice et de vous dire quand même, j'y vais. L'obstination. L'obstination. Le nombre de fois où je me suis fait dire toi tu lâches pas le morceau, et c'était pas un compliment, hein, je peux vous assurer, c'était vraiment pas un compliment. L'obstination, on est obligé d'être obstiné parce qu'autrement on arrête, et c'est un truc effectivement, je crois, pouvoir reconnaître que je suis obstiné, mais sans ça on va pas jusqu'au bout. Pascaline, quel est le frein? Quel a été le frein le frein dans ma carrière, ça a été les messieurs. Quand on arrive dans le monde de la finance, il y a 30 ans, c'est les messieurs. Donc j'adore ces messieurs, je travaille encore avec beaucoup de messieurs, ça n'a complètement changé. En tout cas, dans le monde de la finance, je peux témoigner, en tout cas à la Banque Autingre, aujourd'hui, on est moitié-moitié. Moitié homme, moitié femme, moitié jeune, moitié vieux, voilà. On a beaucoup de 25-35. Et voilà, donc ça a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'arrive à une réunion, vous êtes la secrétaire? Non, monsieur, je ne suis pas la secrétaire. Ou, mais vous venez faire quoi? Je suis banquière, excusez-moi. Il n'y a personne d'autre. Donc, je m'en vais ou je parle avec vous, monsieur? Là, aussi dans les clients, pas que dans les collègues, hein, c'est aussi dans les clients. Hein. C'est pas, et à la Banque Autingre, à partir du moment où vous avez des idées, vous êtes travailleur et vous avez une envie, on nous a toujours à tous, quel que soit l'âge et la position, laissé la porte ouverte pour dire « Ok, ouais, ça nous paraît pas mal, vas-y ». Revient avec quelque chose de plus poussé. Donc on est une banque familiale, hein, c'est une famille qui détient le capital, et donc dans cet état d'esprit-là, l'entrepreneuriat est aussi à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand je suis arrivée, on était 3 femmes, donc forcément c'était compliqué de se dire qu'on pouvait avoir une bonne idée. Et, non, peut-être qu'on va pas investir sur Total parce qu'il pollue vachement, c'est pas bien. Hein, ok, bon, les dividendes sont bien, on va prendre Total alors. Ah, l'argent, un exemple, voilà. L'argent. Les dividendes sont importants, donc on prend l'action Total. Oui, mais nous, on avait conscience que ça polluait beaucoup et que peut-être il y avait autre chose à faire. Bon, ça, on a évolué aussi là-dessus, et c'est un autre sujet. En frein, j'ai envie de dire, personnel qui a joué dans ma carrière, c'est le fait que, alors on a parlé qu'on aime bien être à 110%, l'éducation, etc., le sens de la perfection, et j'ai envie de rajouter, moi, le problème de laisser part à l'inconnu, de lâcher prise. En me disant, j'ai une part du financement, j'ai pas la suite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ce que tu décris très bien, on se pose, on réfléchit, on re-réfléchit, on consulte, et de se dire, après tout, si mon projet, j'y crois, si j'ai 80%, 90%, et que j'ai les lions autour de moi, que j'ai la famille autour de moi, que j'ai envie d'y croire, peut-être que l'ambition qu'on devrait avoir, c'est de se faire confiance, tout simplement, et d'y aller. Et donc, moi, je rajouterais ça comme grand frein. Grand frais. C'est d'autant plus vrai, Pascaline, que ça me fait vraiment réagir. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. En fait, moi, je croyais que quand tu avais un projet, c'est pour les Lyonnes, mais c'est pour à peu près tout le monde, quand tu avais un projet dans l'entrepreneuriat, je pensais que tu arrivais devant quelqu'un, devant un banquier ou peu importe, quelqu'un qui avait le statut, et qu'en fait, en gros, on disait oui. Et le coup, le oui déclenchait ton projet, comme un peu par magie, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ils disaient ouais, c'est super. Et tu te retrouves avec ton truc, tu sors et tu te dis oui, mais alors, du coup, ouais, elle est emballée, mais et en fait non, il y a quand même ce côté. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait c'est un peu dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que tu sors et tu dis ok, on m'a coché les go, on me dit que c'est bien, que ça rentre dans les ratios. Donc en fait c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire en fait maintenant, vas-y quoi, c'est enclencher, parce qu'en fait si vous ne le faites pas, il va rien se passer. On attend toujours une validation supplémentaire qui est en fait juste notre propre validation. Oui. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc moi et la jeune fille qui vient de sortir, c'est ma fille. Ouais. Et donc elle veut aller étudier en Australie. Moi j'ai fait l'Australie c'est loin maman. Alors elle est partie déjà bien plus tôt. Et elle part et je n'ai pas tout le budget. Il y a 5 ans j'aurais été incapable de dire oui à son projet. Et là je me dis ok on y va. On a 2 ans de projet, on a 2 ans pour trouver la suite. Vas-y. Part en Australie. Mon fils est au Canada, ils sont pas sympas avec moi, il y en a un de chaque côté du monde. Mais voilà, ils vivent. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et donc mon moteur, le moteur principal dans mon métier, ça a été de me dire. Hop, on va échanger. Tac.
Ah non plus. Ah, alors C'est peut-être. Ça y Si est. c'est bon, c'est C'est revenu. bon Moi, ça a été le service au client, ça a été de partager et de rendre pédagogique mon métier compliqué. Parce qu'on peut le rendre très difficile, le métier de la finance. Hein. EBITDA, fonds de roulement, ratio de Sharpe. Wouh Ne me demandez pas une définition. Hein. Je sais vous expliquer à peu près, mais je ne suis pas très réglementaire par rapport à mes collègues. Mais c'est de se dire, voilà, moi, je vais apporter aux gens la compréhension de ce métier que j'ai été obligée de comprendre moi-même. Et de me dire, ils ont compris, ils vont avoir confiance. Et une de mes clientes m'a dit, j'ai 2 médecins dans ma vie, j'ai mon médecin pour ma santé et j'ai vous, mon banquier, pour ma santé financière. Si les 2 vont bien, je vais dormir tranquille. Et j'ai compris avec cette dame, au bout de 5-6 ans de métier, que vraiment on avait un rôle dans la finance qui pouvait être très différent. Et mon moteur, ça a été de mettre ça en place, de l'appliquer et de l'étendre aussi après en prenant un rôle de présidence du fonds de dotation pour aller dans les associations, donner cet espoir aussi qu'on peut changer les choses et qu'une goutte d'eau, on a l'impression que c'est rien, mais si elle touche 10 personnes et que ces mêmes 10 personnes font ricochet, on a réussi. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez failli renoncer quand même chacune à vos projets ou à votre carrière, ou est-ce qu'il y a vraiment un moment où il y a eu la goutte d'eau de trop et où vous vous êtes dit non mais en fait je vais jeter l'éponge et le cas échéant qu'est-ce qui vous a fait qui vous a retenu finalement et que vous dites non il faut faire peut-être le pas de côté, il faut peut-être regarder les choses autrement. Je vais continuer, je vais être plus bref parce que je suis hyper bavarde, arrêtez-moi. Moi, j'ai une fois renoncé parce que j'ai été mise au placard. Il y a eu un changement de direction et j'ai été... Pardon ? Voilà, ok, pardon, excusez-moi. J'ai été mise au placard très gentiment, hein, très poliment. J'ai gardé mon boulot, j'ai gardé mon emploi. Simplement, je prenais un café, je rentrais dans la salle de café et tout le monde s'arrêtait de parler. Fantastique. Il y avait des réunions, j'arrivais à la fin de la réunion, on me disait non, on l'a avancé d'une demi-heure. Enfin, des choses comme ça, vraiment très très dures à vivre au quotidien. Et j'ai eu le choix entre dire je craque psychologiquement, je démissionne. Moi, je suis plutôt du genre à tourner la page et à faire autre chose. J'ai toujours démissionné quand j'ai progressé professionnellement. Et puis, je me suis dit non, je vais rester parce que je sais que je veux continuer sur mon chemin et parce que mes clients étaient là pour moi. Et alors, je leur ai jamais raconté tout ça, mais je me suis focalisée, en fait, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de dire, j'ai un métier, je sais le faire, je vais continuer. Je me suis donné un temps, une durée. Je me suis dit, au-delà de 3 ans, je ne pourrai plus supporter ça, donc je changerai. Et puis, mon obstination, mon obstination a fait que la direction a changé d'avis sur moi et m'a réintégrée. Donc, les machines à café, on me parlait, ça va, et tes enfants et... wow, on me parle. Voilà, et je me suis accrochée à ça. Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment failli baisser les bras. C'était très, très dur au quotidien. Ok. Isabelle, est-ce qu'il y a eu un petit moment de doute ? Et plusieurs fois. Ça n'a pas été une fois. C'est vrai que pour nous, c'est un petit peu différent. C'est les dossiers de demande de financement. On n'a pas... Nous, les financements, c'est pas vers les banquiers. C'est auprès des institutions, auprès des ministères, à l'Europe et tout ça. Et quand vous présentez une fois, c'est refusé. Deuxième fois, c'est refusé. Surtout que normalement, enfin, on a toujours des motifs de refus et que les motifs, vous n'êtes pas d'accord avec. Vous essayez la fois suivante d'améliorer et tout ça. Il y a des fois où c'est ras-le-bol, j'arrête. Et puis non, parce qu'on veut quand même réussir à faire avancer ce projet, parce que on essaye d'avoir des idées pour contourner ça en disant bon, j'ai pas ce financement là, mais est-ce que si je faisais une association avec une autre équipe de recherche dans un autre pays, j'aurais accès à d'autres trucs et tout ça, et donc on finit par contourner. Mais c'est vrai qu'il faut continuer d'y croire et parfois c'est difficile. Ça n'a pas été une fois, ça a été à plusieurs reprises. Ouais. Mais bon. On s'accroche. Céline ? Alors je crois que moi j'ai tout de suite senti quand j'étais un peu au bout de l'histoire.
Notamment quand j'étais sur mon parcours de salarié, c'est comme dans un couple en fait. Quand tu sens que le truc est en train de merdouiller et que tu te dis bon là il va falloir que je prenne une décision, bah c'est un peu pareil. Donc quand tu commences à être un peu moins dans le truc, puis alors moi je suis vraiment dans le faire. Je suis dans la concrétisation. Voilà, j'aime bien avoir l'idée et du coup la concrétiser. Et que quand je me suis retrouvée à un moment où moi le ventre mou ça me va pas quoi. Et donc voilà. Donc du coup quand tu commences à te dire bon là je suis pas très en phase avec mes envies, mes projets. J'ai moins la niaque le matin pour y aller, c'est qu'il y a un problème. Bon, voilà, une fois que je fais ce constat-là, bah, je mets en place les choses, je mets en route les choses pour que ça change. Donc, bah, moi aussi, j'ai toujours démissionné. Et dans mon projet entrepreneurial, même si c'est différent quand tu es ton propre patron, donc tu peux moins... mais tu as aussi des moments où tu te dis, ouais, je suis un peu moins en phase. Ce que je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup d'énergie aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, je trouve, parce qu'on vit quand même dans un contexte qui est un peu plus complexe, ou en tout cas on a moins de visibilité, mais malgré tout ça, tu arrives toujours à aller chercher de l'énergie, à redémarrer, à redéployer. Et voilà. Donc j'ai jamais eu vraiment, en tout cas depuis 13 ans, l'envie d'arrêter ou de faire d'autres choses, ça c'est sûr. Je suis plutôt en train de me dire aujourd'hui, tiens, toutes ces graines que j'ai plantées, comment je peux un peu les faire germer différemment. Et ça, je trouve, du coup, c'est de nouveau hyper passionnant, même si c'est plus difficile de développer que de créer. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de créer que de gérer la croissance et le développement. Non, j'ai pas eu envie de tout arrêter. En tout cas, j'ai su à un moment ou à un autre que j'étais au bout d'une aventure et qu'il fallait que je passe à autre chose. Donc, je me suis donné les moyens de passer à autre chose. Voilà. Donc, quand je dis le faire et quand je dis qu'il faut mettre un pied chaque jour devant l'autre, je pense que ça, c'est fondamental. Pour jamais être dans l'inertie, parce que quand tu es dans l'inertie, tu subis finalement ce qui t'arrive. Voilà, même si des fois tu te prends des coups sur la tête, donc tu fais et hop, tu respires un bon coup, donc tu apprends à respirer, le diaphragme, tout ça. Mais tu avances et je pense que c'est quand même un petit peu le sujet et la règle aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, c'est de continuer à avancer dans tout ce qu'on vient de se dire, la confiance en soi, la croyance, et aller chercher tout ce qu'il faut autour de vous, parce qu'il y a plein de choses, voilà, notamment au Lyon. Je souris parce qu'on a toutes à peu près réappris à respirer, ce qui est quand même assez incroyable, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est fondamental, notamment si on veut prendre la parole. Dans les secteurs dans lesquels vous évoluez, moi, j'ai envie de savoir comment l'ambition féminine est-elle perçue ? Est-ce que... qu'est-ce que vous entendez ? C'est quoi votre retour d'expérience sur ça ? Pas bien. C'est vrai ? Ah oui, très clairement. Très clairement. Enfin, les hommes, ça reste un frein, ça c'est sûr. Mais pourquoi ils se moquent ? Ils disent, enfin, c'est quoi le truc ? Ils comprennent pas ? Ils nous tolèrent. Ils nous tolèrent, je dirais. Donc, il ne faut pas qu'on ait trop d'ambition. Mais bon, c'est encore une fois, je reviens sur cette idée fixe des carcans sociétaux dus aux stéréotypes. Ils en sont aussi pétris. Donc pour eux, une femme directrice de labo, non. Attends, jusqu'à présent, il n'y a pas eu. Ben oui, il n'y a pas eu jusqu'à présent, mais justement, on aimerait bien que ça change maintenant. Oui. Et donc voilà, c'est... Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de femme à tel ou tel truc. On l'a tout entendu. En fait, justement, c'est une occasion de changer. C'est ça. Pascaline, chez vous, grosse évolution. C'est une évolution quand même entre le moment où vous commencez et maintenant. Il y a eu une grande évolution sur la parité et la mixité aussi, d'ailleurs, qui s'est faite naturellement. Sur l'ambition des femmes, c'est pas mal vécu du tout. En tout cas au sein de la Banque Autingre. J'ai fait une petite société de gestion avant d'être chez Autingre et on était 10-12, donc toute bonne volonté était bienvenue, qu'on soit homme ou femme, on était une personne salariée de l'entreprise, on avait une bonne idée, on pouvait y aller. J'ai retrouvé ça à la Banque Autingre, sauf pendant ma petite période de placard. Ça, par contre, voilà, c'est un autre sujet. Mais non, plutôt bien perçu. Et puis si on vient et qu'on a une idée, j'ai
pas plus tard que cet après-midi, mon N+1, je lui dis écoute, là j'ai rencontré un partenaire, on pourrait faire ça. Moi j'y crois, on y va, j'ai envie de faire process machin, on envoie ça, et puis on lance ça avant Noël, on envoie les vœux, et après l'année prochaine on voit ce que ça donne. Il me dit bon, bah ok, vas-y. Voilà, c'est tout. Un call, un WhatsApp. Chez nous, on a cette possibilité de pouvoir contacter la famille actionnaire si on a un gros projet. Alors, on parle quand même d'abord un peu à N+1, en disant tiens, j'ai ça, est-ce que tu penses que Monsieur Autingre peut l'entendre? Oui, vas-y. Et puis après, voilà. Donc, non, à partir du moment où c'est moteur, on peut y aller. Après, on est regarder aux résultats. Donc, si les résultats sont moyens, bons, la fois d'après, quand vous revenez avec une deuxième idée, on vous redonne le go. Si c'est moins bien, on vous demande de travailler un peu plus la copie, mais on ne vous empêche pas de le faire. Oui. Céline, toi, tu dirais quoi? Moi, c'est quand même très féminin, donc j'ai pas senti ça, moi, la problématique du regard masculin. Après, j'étais en train de réfléchir en discutant, je disais, en fait, finalement, tous les grands groupes aujourd'hui, dans ce métier de gestionnaire de lieux événementiels, sont quand même tenus par des hommes. En fait, j'étais en train de me dire ça. Alors, tous ceux d'avant, c'est plutôt féminin, mais ceux qui sont à la tête, c'est plutôt masculin. Oui, après, on est dans une société où... c'est ce que tu dis, Isabelle, c'est qu'on est dans des carcans, on est dans des stéréotypes, on est dans une société qui est très patriarcale encore. On le voit dans les conseils d'administration, dans les comités de direction, les COMEX. La parité, elle est compliquée. Je parle de la parité. Je ne parle même pas de femmes. Je crois qu'on est à 25. Ouais, on est à peine à un gros quart, malgré la loi Copé-Zimmermann. Voilà, donc il y a encore un... Puis plus tu montes, quand tu vois les sociétés du 440, il y en a encore moins. Donc oui, il y a encore un gros chemin à faire. Après, c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller. C'est exactement ce qu'on disait. Je pense qu'il faut y aller. Et puis finalement, je me dis, quand tu y vas, tu y vas. Tu vois ? Non, mais quand tu y vas et que tu y vas avec une idée, un projet, et que c'est bien ficelé, et comme tu dis, si tes résultats, parce que tu es aussi là, pas que pour t'amuser et d'avoir des projets, il faut aussi à un moment aligner des chiffres et de la rentabilité, etc. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que quand j'étais convaincue et que j'y suis allée, on m'a laissé y aller, et puis j'ai pu faire, quoi. Oui, juste, j'ai répondu peut-être un peu brutalement, mais en continuant d'y réfléchir, c'est quand même pas mal ça. Le plafond de verre, il est très, très, très présent dans la recherche et dans tous les domaines, y compris en biologie, en médecine, où les femmes sont majoritaires, mais dans les postes de direction, elles restent minoritaires. Et j'étais quand même en train d'y réfléchir. L'Observatoire de Paris, qui a été créé par Louis XIV, 1664, ça fait 4 ans qu'on a pour la première fois une femme. Donc voilà, les choses progressent. Lentement, mais elles progressent. c'est quand même assez long. Et sur les grands projets, y compris spatiaux, à la tête, c'est des hommes, quoi. Donc bon, on a encore du chemin. Je pense qu'il va falloir forcer un peu les choses pour y arriver. Oui, c'est ça. On va tâcher de rêver grand. Tu voulais rajouter quelque chose, Céline? Oui, je pense qu'il faut aussi qu'on soit malines, les femmes, sachant aussi utiliser, et c'est pas péjoratif, les hommes. Voilà. Je pense que quand même, la notion de parité et... Voilà, je suis toujours un peu mal à l'aise. On a eu souvent cette discussion ensemble sur l'opposition, sur... voilà. Il y a un moment aussi, avançons ensemble, réfléchissons ensemble. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Je pense que ça change. J'espère que les mamans que vous êtes, vous avez pu aider vos fils à changer aussi un peu de prise dans la façon que vous les avez éduqués. Voilà, donc je pense que quand même... on a besoin d'être un peu tous unis, un peu tous liés, un peu tous soudés face à l'adversité, face à ce monde qui est très mouvant. Et voilà, donc soyons fortes, soyons ancrés. Il faut qu'on soit tout ancrés dans nos projets, dans nos vies, dans nos postures, dans nos décisions. Je pense que ça, c'est hyper important. Il faut qu'on ait une croyance. Rien que de vous le dire, ça me fait des frissons. Il faut vraiment qu'on soit ancré dans ce qu'on... Il faut croire en nous.
croire en nos projets, croire aux personnes qui vous entourent, ça peut être vos maris, vos copines, vos sœurs, enfin n'importe qui, mais croire en tout ça, et puis il faut y aller, il faut vraiment y aller, parce que je pense que cette croyance fait qu'à un moment, s'il y a des gens en face de vous, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, c'est pas toujours simple, c'est plus compliqué de chahuter quelqu'un qui est une mise au placard faite par une femme. Voilà. Donc soyons aussi un peu. Soyons évidemment solidaires, on le redira jamais assez. Les femmes, elles sont pas solidaires entre elles, elles sont solidaires avec leurs copines, mais dans le milieu professionnel, n'est-ce pas? On a toutes des exemples. Donc, si on pouvait gommer pour les prochaines, ce serait plus sympa. En tout cas, justement, moi, j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on prépare ce genre de saut quand on veut passer le cap de son projet? C'est-à-dire, allez, j'ai écouté ce soir, moi aussi, j'ai envie d'y aller. C'est quoi la stratégie qui doit nous accompagner? Et puis, pour les femmes qui hésitent à voir grand, en tout cas à se dire, mais oui, je peux le faire, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Croire en elles, croire en leur capacité de réussir. Et je ne sais pas s'il faut dire voir grand, parce qu'un projet, tant que c'est un projet, on ne peut pas dire que ce sera grand. C'est une fois qu'il est réalisé qu'on peut se retourner et dire qu'il est grand. Et donc, face à la Lyon, etc. Des femmes qui décident qu'elles ont des projets à impact. C'est-à-dire que j'ai des femmes qui arrivent et qui me disent « mais moi, je veux changer le monde ». Et ça, je trouve ça génial. Non, mais vous voyez, parce que alors c'est peut-être très naïf, etc. Mais en tout cas, je note que dans l'intention, il y en a qui ont vraiment envie de faire un truc incroyable, même si c'est la stratégie des petits pas et elles vont peut-être commencer par une brique. Mais l'intention et l'ambition, elle est quand même... Alors, à vous entendre comme ça, je vais dire que effectivement, j'ai des grandes ambitions parce que je veux changer le monde. Je veux arriver à ce que les filles aient exactement les mêmes chances que les garçons dans tous les domaines, qu'on n'ait pas besoin d'être une superwoman pour réussir dans un endroit où les hommes, c'est juste normal qu'ils soient là, et que je veux, effectivement, mais j'ai l'impression, j'agis à mon tout petit niveau, et c'est vrai que du coup, en regardant comme ça, le projet Tour Eiffel, il a vraiment comme ambition d'essayer de faire changer les mentalités. Voilà, mais tant qu'elles ne sont pas inscrites dessus, ce n'est pas un grand projet. Céline, Pascaline, qui veut répondre? Je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie. Après, je vais encore me répéter, mais je pense qu'il faut que... Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là qui sont moi, devant nous ce soir-là? Je pense que si vous avez envie, un projet ou qui a démarré et que vous vous posez des questions, parce que des fois, tu peux avoir une envie, une intention, comme tu le dis, puis au bout de 6 mois, 1 an, c'est laborieux, c'est compliqué, ça te demande une énergie folle, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, tu n'arrives pas à te payer. Enfin, après, il peut y avoir plein de petites choses. Je pense que ce qui est vraiment important, et je me répète, allez chercher autour de vous de l'aide. Enfin, je veux dire, c'est pas... on a un peu ce truc aussi très français, l'échec. T'avais dit que tu ferais ça, finalement tu fais autre chose. Bah ouais. Bah pourquoi pas finalement, si au bout de ce chemin-là, je me rends compte qu'il faut que j'aille toquer à cette porte-là. Donc je pense qu'il faut aller chercher de l'aide, il faut aller de la compétence, du soutien, de l'énergie. Des fois, on n'a plus d'énergie, donc il faut aller chercher de l'énergie ailleurs. Voilà, il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des sophrologues, il y a des super copines. Et ça, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Des super maris. Moi, mon mari m'aide beaucoup aussi dans ces moments de doute. Des fois, il me secoue le cocotier en me disant « Attends, là, c'est bon, ça fait 3 heures que tu en parles. » Voilà. Donc, il y a aussi... Voilà, il faut oser, il faut avoir confiance, mais il faut aussi vraiment, 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 je pense que c'est capital, ne pas avoir de honte, de gêne et de se limiter et finalement de ne pas aller juste au bout de cette intention dont tu parles à cause de ça. Parce que déverrouiller, mettre un peu d'huile, il y a un côté un peu sympa, puis vous allez faire plein de rencontres qui vont vous nourrir, qui vont dire « Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça ». Et puis voilà, c'est là où le projet peut devenir une belle ambition, une belle envergure, enfin tout ce que vous avez envie d'y mettre. Mais finalement, c'est vous avec vous-même d'abord, et puis après, ça sera tout ce qui vous entoure. Mais soyez alignés, donnez le sens dont vous avez besoin. Voilà, moi, j'ai pas de stratégie.
Non, mais sérieux, j'ai pas de stratégie. Par contre, j'entends beaucoup faire confiance dans ce que tu dis. Faire confiance autour, à l'environnement, même si des fois il apparaît un peu hostile. On n'ose pas. On se dit, tiens, je lance un truc, mais il y a peut-être des concurrents, on va peut-être me piquer mon idée. Ça, pour le coup, quand tu lances une idée, il faut quand même que tu fasses un benchmark. Enfin, il y a quand même un peu de technicité, il y a un peu d'outillage aussi à avoir. Tu benchmark, tu fais tes business plans, tes prévisionnels. Donc, tu pars pas quand même la fleur au fusil. Mais après, je pense que c'est intéressant aussi d'aller puiser autour de vous, dans votre entourage, tout ce qui vous manque à un moment. Ça peut être juste un tout petit moment. Moi, il y a des moments, je me lève, franchement, j'ai pas le jus, quoi. Des fois, je vais au Slack, je me prends une bonne pancake à la banane avec un latte, ça me requinque, moi. Aussi simple que ça, finalement. Ouais, voilà. Donc, et puis des fois, c'est un peu plus complexe. On caricature, on est caricature un petit peu, mais voilà, des fois, c'est des choses toutes simples. Mais je pense qu'il faut vraiment s'écouter et aller chercher. Et il y a plein de gens formidables autour de vous. Et moi, il y a un truc aussi qui me parle beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment les entrepreneurs ? J'ai lu un article, c'était hyper intéressant, sur est-ce que les entrepreneurs comment le cerveau des entrepreneurs est cortiqué. Et en fait, il y a des études scientifiques qui montrent que entre le frontal, c'est pas tout à fait pareil que quand tu es plutôt dans une autre réflexion. Voilà, donc c'était intéressant. Et du coup, moi, je trouve qu'une des choses que j'ai, et ça peut peut-être vous parler, c'est un peu l'intuition. Tu vois, tu parles de confiance. Moi, j'ai de la chance, j'arrive un peu à sentir. Quand le truc est, je dis là, ça sent pas bon, ou là, je le sens pas, le truc, généralement, que ça soit d'ailleurs, même dans ma façon de gérer mes équipes, à chaque fois que j'ai eu un doute, comme on dit, il n'y a plus de doute. Mais voilà, donc il y a aussi un petit peu ce côté un peu de l'intuition, peut-être, savoir s'écouter. Voilà. Oui, j'allais parler de l'intuition. Moi, je crois que quand on a un projet, avant d'avoir une stratégie, c'est d'avoir confiance en soi et de visualiser son projet et d'avancer vers ce projet et de croire que c'est possible, d'oser s'autoriser de le faire et d'agir. Donc, je dis souvent croire, oser, agir. C'est vraiment ça pour moi la stratégie, croire que c'est possible, oser se lancer et agir pour réaliser. Voilà. Et la première qualité pour moi, c'est vraiment, tu parlais de faire, d'action, tu parlais d'obstination. Tout ça, ça rentre dans ces trois mots-là qui créent une énergie. Et après, on s'entoure. Effectivement, il y a besoin. Alors, bien sûr, ça évite pas les business plans. Les financiers, j'ai beau avoir une vision différente, on regarde les business plans quand même. Mais c'est très important. Et dans le monde actuel qui est très normé, très médiatisé, très financier, d'avoir cette pointe d'intuition, c'est absolument indispensable aussi. Et c'est quelque chose où là, nous, les femmes, on est hyper fortes. Donc allons-y là-dessus. Faisons tout le reste parce qu'il y a quand même des bonnes raisons pour lesquelles ça existe. Et rajoutons ça qui va venir conforter la confiance qu'on a en nous et au plan de stratégie tout simple de croire, oser, agir, qui n'est pas si simple, mais qui est facile à retenir et qui, moi, est mon leitmotiv depuis une quinzaine d'années. Voilà. En matière d'ambition, je rappelle à celle qu'on fait la masterclass une fois avec le lieutenant-colonel Jolibois, qui nous avait dit, commandant de gendarmerie Labrel, qui nous avait dit cette phrase en matière de sécurité. On parlait de l'intuition et elle disait, moi, toutes les femmes ou tous les hommes d'ailleurs que je prends en dépôt de plainte et qui ont eu une agression dans un parking, etc., tous disent la même phrase. Je le sentais pas. Et j'y suis allée quand même. Donc, en fait, il y a quand même cette petite musique au fond de soi, de la caricature, mais de se dire, en fait, on ne s'écoute pas. Il y a on sait quand ça va bien, on sait quand ça va pas. Et malgré tout, des fois, on a du mal à entendre la petite musique, donc peut-être pas l'oublier. Petite question pour clore cette table ronde avec vous. Est-ce qu'une femme, une femme qui veut se lancer dans un projet, quelle qualité doit-elle développer en premier, selon vous ? Qu'est-ce que vous diriez en conclusion un petit peu de notre table ronde ? C'est l'intuition, c'est l'obstination ? Je dirais d'être elle-même.
C'est vraiment la qualité première. Si on développe un projet qui correspond à ce qu'on est et ce en quoi on croit, ça va fonctionner. C'est une certitude. En tout cas, moi, dans les entrepreneurs masculins ou féminins, peu importe, hein, puisque c'est le même mot, ce sont des gens qui ont cette qualité-là. Et ce n'est pas de la suffisance, ce n'est pas de l'ego, hein, c'est vraiment avoir presque comme une vocation, si on parlait d'ordre religieux. Ce sont des gens qui ont ça en tête et qui se disent « je veux aller là-bas, même s'il y a du vent et que je pars comme ça, bah, je vais revenir ». Et c'est ce que tu dis en disant « il faut peut-être changer les moyens, on part comme ça, on fait ça, mais peut-être qu'on arrivera au point de départ ». Et on revient sur la notion d'accepter l'incertitude, parce qu'il y a des choses qui pouvaient dire en janvier 2022 qu'on aurait la guerre en Ukraine, qui pouvait dire le 1er septembre 2001 qu'il y aurait les tours jumelles et le début de l'effondrement d'un monde qui paraissait solide. Personne. Et pourtant, on est encore tous là et on avance et il y a encore de l'économie, des entreprises, des projets, de la philanthropie. Donc c'est de l'hyper-adaptabilité. Ce serait peut-être la deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est savoir s'adapter et savoir modeler son projet à la réalité et aux changements auxquels on est confronté. Magnifique. Isabelle ? Avoir confiance en soi, oui, c'est sûr. Et bon, je reste assez sur l'obstination parce que le chemin est quand même assez bourré d'obstacles encore maintenant. Donc, essayer de faire tomber ces obstacles et croire en soi. Croire en soi, en ses capacités de réussir, garder. Enfin, moi, je pense que vraiment, ce qui m'a permis d'avancer sur le chemin, c'était vraiment cette volonté d'être astronome, d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel. Et puis, pour l'autre aspect, sur l'égalité femmes-hommes, c'est effectivement la volonté que ça change. Parce que je trouve que c'est profondément injuste pour les femmes, pour les jeunes filles. Donc, je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc, il faut que ça change. Il faut... voilà, croire en soi et l'obstination. Le combo. Céline. Oui. C'est en effet tout ça, et je pense qu'il faut aussi, moi si j'ai un doux conseil à donner à vous mesdames, et messieurs aussi, il faut vraiment être ouvert sur notre monde. Je pense qu'il faut vraiment avoir la curiosité de réfléchir et de lire, et moi je le dis beaucoup à mes enfants, posez-vous des questions. En plus, avec aujourd'hui le système d'information, on est abreuvé de choses. Soyons un peu plus éclectiques, allons chercher vraiment ce qui nous concerne. Vous savez, il y a quelques années, il y avait les nuages de mots. Vous savez, je trouve que c'est assez joli, parce que quand tu parles de nuages de mots, tu te dis, tiens, finalement, sur cet univers-là, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, tu allais chercher le podcast, l'article, le magazine. Donc, je pense que aussi dans cette passer le pas, c'est évidemment croire en soi, être obstiné et aller jusqu'au bout d'eux. Mais c'est aussi avoir une capacité à regarder le monde, à échanger, à se cultiver, à se nourrir. Enfin, moi, je crois beaucoup au fait que le lien, que l'autre, avec un grand A, se nourrit de vous, mais vous vous nourrisserez d'eux aussi. Et moi, dans mon projet Ma Pièce aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime? C'est vraiment le lien. C'est l'exigence, c'est le lien, c'est l'hospitalité. Enfin, c'est tout ce qui concourt à faire en sorte qu'on est bien avec l'autre. Enfin, c'est un peu... peut-être un peu perché ce que je vous dis, mais je pense que c'est aussi fondamental, et ça reboucle tout ce que je vous ai dit avant, d'aller aussi... ouvrez-vous, regardez, cultivez-vous. Je trouve que c'est chouette, et dans un parcours entrepreneurial, je pense que ça ne peut pas être autrement. Voilà, à un moment, d'aller aussi chercher tout ce qui vous manque. Et, voilà. Isabelle, vous vouliez réagir? Céline, c'est vrai que il y a quelque chose que je n'ai pas dit, parce que pour moi, c'est tellement évident, mais ça ne l'est pas forcément. En science, on travaille forcément en équipe.
C'est absolument pas un chemin toute seule, hein. Certainement pas. C'est vraiment des équipes déjà dans le labo, mais au niveau national, voire international. Et sans ces équipes, on n'avance pas. On n'est pas toute seule. C'est impossible. Donc ce lien, pour moi, il était évident, mais c'est vrai qu'en t'entendant le dire, il faut absolument que je dise, les sciences travaillent dans des équipes, voire des grosses équipes. Et pour ce qui est aussi de Femmes et Sciences, ben là, c'est les collègues de Femmes et Sciences, c'est le soutien des unes et des autres. C'est effectivement, c'est à aucun moment je n'ai été toute seule dans quoi que ce soit, hein. Ouais, très bien, merci de le préciser, c'est important. Céline, tu voulais redire quelque chose? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je me disais aussi, ce qui est important, c'est la notion de respect. Je trouve que c'est important quand on a un projet, une idée, enfin tout ce qu'on vient de se dire. Croire en soi, c'est aussi se respecter, qui on est, sur nos capacités à faire, à dire, à enclencher. Et du coup, quand on a aussi ce respect de soi-même, on a aussi le respect des autres. Et ça, je trouve que c'est important parce que sur cette notion de collectif, moi, je dis toujours que l'aventure Ma Pièce, certes, j'ai eu l'idée, certes, je porte, c'est moi qui porte aujourd'hui, mais j'aurais jamais fait, j'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas eu des super partenaires, des clients, des collaborateurs, des stagiaires. Voilà. Quand je réfléchis, que je me retourne 13 ans après, finalement, mon projet, l'envergure de ce projet, c'est ça. C'est d'avoir pu embarquer plein de gens dans cette aventure. Il y a des personnes qui ont créé leur boîte. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui qui me fait le plus vibrer. C'est d'avoir pu enclencher tous ces liens et toute cette relation, tout ce collectif. Et du coup, ce respect qu'on a les uns avec les autres. Et j'ai des clients qui sont devenus des amis, des partenaires qui sont devenus des amis, des belles relations. Il y en a d'autres que j'ai perdu de vue. Puis que je pense que c'est tout ça qui fait la force et la richesse. Et la vraie richesse, pour moi, elle est là. Mais ça, ce n'est que ma richesse à moi. Pascaline. Je voulais juste rajouter un tout petit mot par rapport à ce que vous venez de dire et qui est aussi par rapport à ce qu'on peut se dire en stratégie. Et ce serait juste arrêter de douter. Arrêter de douter. C'est quelque chose qu'on m'a dit il y a 15 ans. Un des associés de la banque d'affaires où je m'excusais sur quelque chose qui n'était pas de ma faute, hein, mais c'est moi qui avais donné l'information et j'ai dit, je suis désolée, j'étais navrée, enfin voilà. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute Pascaline, arrête de douter, arrête de t'excuser. Si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison et crois en toi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut transmettre nous aussi. Et c'est d'avoir ces mots-là pour les autres. Et dans mon travail au quotidien, j'ai toujours un stagiaire ou 2 stagiaires. Et j'essaye de leur transmettre ça. Voilà. Et je pense que c'est une des qualités que nous, on peut avoir à transmettre aux autres. C'est de donner cette confiance quand nous, on a cheminé et qu'on est un peu plus avancé dans la vie professionnelle. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Avant de clore ce café des débats de la soirée, alors je ne sais pas si on aura répondu à la question de savoir si les femmes osent se lancer dans les projets de grande envergure. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous lancer, quelle que soit la taille de votre projet. En tout cas, moi, je reste convaincue qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir faire des grandes choses, parce que les femmes ont trop tendance à parler de petites choses et à sans arrêt réduire ce qu'elles font à des choses assez simples, modestes et humbles. Ça suffit. Arrêtons, voilà, passons, changeons de chapitre, voyons grand. En tous les cas, pour résumer, ce soir, on aura parlé de passion, on aura parlé d'envie. J'ai bien compris qu'on n'aura pas parlé d'ambition, parce que l'ambition, quand même, c'est un truc qu'on ne sait pas. On y reviendra, du coup, je pense qu'on va le réaborder différemment, parce que ça m'a beaucoup interpellé, votre façon de ne pas vouloir de traiter de ce mot d'ambition. J'ai bien retenu qu'il fallait déjà miser les 80%, et ça suffit de vouloir être super parfaite, Wonder Woman, etc. Ça n'existe pas. Voilà, donc c'est pas grave, en fait, allons-y déjà à 80%. On a aussi parlé des freins, du fait qu'on est souvent soi-même son propre frein. Obstination. Moi, je retiens ce mot-clé. Il est pas mal, hein, quand même. Hein. Avec le combo, évidemment, confiance, mais obstination. C'est vrai que c'est bien peut-être la clé de la longévité.
Ne plus se culpabiliser, lâcher prise. On ne se lassera pas de le dire, on le dit tout le temps, mais c'est vrai en fait. Clairement, on se culpabilise tout le temps. Tout le monde nous fait culpabiliser sur tout, mais nous aussi, on y met aussi notre petit grain. Les plafonds de verre, on retrouve, ça revient quand même. Même quand on nous laisse de la place, il y a quand même un moment où, bon, pas aller trop loin non plus, j'ai retenu. C'est pour ça que, bon, allez, mesdames, on y va. On a parlé d'hyper-adaptabilité, ça c'était très intéressant. Effectivement, dans l'environnement dans lequel on évolue, oui, c'est vrai qu'on a besoin de ça, donc il faut l'entendre, accepter l'incertitude. Oui, c'est vrai, en fait, on ne saura jamais tout sur tout. On ne peut pas savoir de quoi ça. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. Mais malgré tout, ça n'empêche pas de faire. Et puis, l'ouverture, la curiosité, s'ouvrir à l'autre, ne pas rester seul dans son coin, ne pas oser dire ça va pas, oser dire c'est peut-être difficile ou je suis pas trop sûre là de faire mon projet. Voilà, équipe, équilibre. Bravo, mesdames, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. Merci.